Putain, tu parles d'un été, hein. Pas terrible ici. Ah, en Belgique. Ça te dirait de prendre des vacances à Nivelles? Il y a du soleil là-bas. Non, mais on pourrait peut-être voir Fantomas. Fantomas, Fantomas. Ah, Fantomas! N'entrez pas, vous qui n'avez pas le cœur pur, vous qui n'avez jamais eu d'enfance, vous qui n'avez jamais mangé de sable, vous qui n'avez jamais aimé, n'entrez pas, vous les sourds, qui n'entendez que les paroles, vous qui n'avez jamais eu peur, vous qui n'avez jamais vécu, car nous ne parlons pas la même langue et nous n'aurons jamais d'interprète. Parfaite intro pour commencer l'interview. Alors Carlos Vaquera, bonjour. Donc Bonjour. Ici, nous sommes ici pour un fin de séance un peu particulier puisqu'on a décidé de s'intéresser à votre livre et au film d'Ernst Moorman Ouais. qui s'appelle Fantomas. Et d'abord, le Fantomas, évidemment pas celui avec De Funès. Fantomas. Fantomas, non, vous n'avez pas entendu parler de Fantomas, non. Vous vous rappelez plus? Ni celui de Souvestre et Alain. C'était Feuillade qui a fait ça en muet. Et donc, moi, la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est d'abord, comment avez-vous rencontré Ernst Moorman pour la première fois? Alors, est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est le hasard? En 1983, moi, je voulais être prof de gym, j'arrête mes études pour me lancer dans l'illusion. À la même époque, je tente de rentrer en fait dans des études d'acteur, pas pour devenir acteur ou comédien, simplement parce que je pense que ça va m'aider à être un meilleur créateur d'illusions. Et je vais à un restaurant avec à l'époque Robert Malengro qui s'occupait du Festival international du film de Bruxelles, entre autres. Et il y a une altercation qui se passe entre lui et un monsieur qui se dit être procureur du roi. Moi, je prends mes cartes, je fais un peu de magie pour adoucir un petit peu. Et juste à côté, il y avait une femme qui s'appelait Martine Gilbert, qui adaptait en fait Fantomas au théâtre. Et Bernard de Coster, qui à l'époque était un des plus grands metteurs en scène en Belgique, cherchait un comédien qui pouvait faire de la magie. Et il n'a pas trouvé. Mais il a trouvé un magicien qui pouvait peut-être jouer la comédie. Et donc je suis rentré dans cette aventure. Donc j'ai fait la saison 83 et 84 au Rideau de Bruxelles. Et là j'ai découvert Ernst Moorman, que je ne connaissais absolument pas. Francis Besson, l'acteur qui a reçu un prix d'interprétation en fait, en jouant son rôle. Et je découvre un univers incroyable, à tel point que je me dis, mais je suis tombé en amour en fait, pour les mots de ce poète, de ce jongleur exceptionnel. Et donc j'ai été dans tous les bouquinistes de Bruxelles à l'époque pour tenter de trouver ses livres. Et je les ai quasiment tous trouvés, en plus signés de sa main. Et je pense que si aujourd'hui je suis, non pas écrivain, mais auteur, j'ai déjà publié 14 livres, le 15e est déjà dans les mains de certains éditeurs, bah c'est grâce à lui en fait. Je suis tombé vraiment amoureux de ces mots, et j'ai la sensation que quand on lit Moorman, ben, non seulement il y a un jeu de l'esprit, un peu comme de la magie, mais il y a aussi ce truc extraordinaire où en fait je visualise dans mon esprit ce qui se passe. C'est pour ça que je préfère de loin les romans, par exemple, au film, parce que le roman, je suis mon propre metteur en scène, réalisateur. Dans un film, c'est souvent le point de vue du réalisateur qui nous transmet en fait sa vision des choses. Voilà à peu près comment j'ai découvert Moorman. Et souvent, je ressors d'ailleurs des phrases de Moorman. Par exemple, dans ma vie amoureuse, ben, je dis souvent, il y a une chambre pour toi, une chambre pour nous, afin de ne pas trop vite nous lasser. Hein. Alors je dénature un peu le vrai texte de Moorman, mais c'est un peu ça. Hein. Je pense que vivre avec quelqu'un, bah, c'est un petit peu en fait
tomber dans le danger de l'habitude. Et l'habitude fait en sorte qu'il y a quelque chose qui se casse. Donc j'ai souvent, depuis de nombreuses années, je vis dans ma maison, elle vit dans son appartement, et puis de temps en temps nous nous voyons, et c'est très beau comme ça. Et est-ce que vous pensez que justement que votre travail donc de magicien a un rapport, ou est-ce que c'est le surréalisme belge qui vous a amené vers Moorman, ou c'est juste ses mots à lui, ou est-ce que c'est le surréalisme plus particulièrement? Alors, c'est marrant parce que j'avais jamais pensé à cette question, et maintenant je me souviens que Bernard de Coster m'avait demandé, mais tiens, prends des textes de Moorman et vois ce que tu peux faire. Et donc j'ai créé des effets, mais aucun n'a été pris. Ah oui, une anecdote, on avait les costumes du film de Fellini, Les Clowns. Donc déjà rien que ça, c'était extraordinaire. Je sais pas, je n'ai pas vraiment... je sais que pour moi, la magie, enfin l'illusion, parce que la magie est un terme très fort, l'illusion, c'est en fait transformer la réalité. Et je pense que les surréalistes font ça. Ils ajoutent une dimension poétique que j'aime beaucoup aussi. Donc je ne dis pas que je suis surréaliste, hein, pas du tout, mais j'ai quand même des points d'ancrage avec certains surréalistes, que ce soit Magritte, bien sûr, et puis tous ces surréalistes qui ont écrit, comme Robert Goffin, qui était un ami de Moorman, qui a d'ailleurs écrit un livre sur Moorman, d'ailleurs. Et c'était aussi une envie aussi d'écrire ce livre, mais pas d'en faire une biographie. Oui. C'était de jouer avec ses mots à lui. Voilà. Alors, c'est terrible parce que j'ai dénaturé un peu ses propos, puisque j'ai pris des extraits en fait de ces poèmes qui m'ont touché, et je les ai illustrés à ma manière. Alors, parfois c'était de manière philosophique, parfois c'était de manière surréaliste, parfois humoristique. Mais mon envie, c'était surtout de faire connaître ce poète belge, que Cocteau était, dont Cocteau était en admiration totale. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable, moi qui suis espagnol, j'adore la langue française, je la défends, mais la plupart des Belges que j'ai rencontrés ne connaissent pas Moorman. Et je trouvais ça terrible. Et je me suis dit un jour, mais ce serait bien si, avec ma petite pierre, ma toute petite pierre, je peux faire en sorte que les gens découvrent Moorman grâce à mes écrits. Et enfin, on va ressusciter, entre guillemets, quelqu'un qui pour moi avait un talent fou. D'ailleurs, quand on prend Stephen King dans La Ligne verte, il a emprunté à Moorman. Alors est-ce que c'est dans l'inconscient collectif ou est-ce qu'il a vraiment su que Moorman avait écrit dans les années 30 une montre arrêtée donne l'heure juste 2 fois par jour? Stephen King l'a écrit aussi, je crois que c'était en 86. Lui, il a écrit une pendule arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour. C'est un peu pareil, quoi. Ouais, c'est marrant ça. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que c'est quand même le surréalisme, la Belgique, qu'en France, évidemment, on connaît le surréalisme. En Belgique, on connaît absolument rien. Tous les surréalistes belges sont... Marcel Marienne aussi a fait un film. On connaît Magritte parce que c'est le plus connu, mais est-ce que c'est particulièrement cette pauvre Belgique qui nous en veut Alors Léopold II disait « petit pays, petit esprit ». Et je pense que la Belgique regorge de talent, que ce soit au niveau des acteurs, des comédiens, des artistes en général. Mais le problème, c'est que pour se faire connaître, ils sont obligés d'abord de faire carrière à l'étranger. Et ensuite, on dit « il est belge ». On a repris un peu Raymond DeVos, Johnny Hallyday, etc., etc. Donc oui, c'est peut-être à cause de ça. C'est-à-dire que je pense que c'est comme nous qui vivons, ou ceux qui vivent à Bruxelles, connaissent moins bien à la limite la capitale que les étrangers qui viennent. C'est un fait, oui, c'est certain. Et là, vous avez évoqué Johnny Hallyday. Évidemment, on ne peut pas passer à côté du fait que le fantomas du film d'Ernst Moorman est incarné par un certain Jean-Michel. Et Jean-Michel, c'est... c'est le papa de... Oui, mais il est crédité Jean-Michel. Oui, il est crédité Jean-Michel. Et c'est le seul qui a été payé, apparemment. C'est parce qu'il était aussi régie Jean-Michel. C'est quand même assez étonnant. Il faisait un double emploi. Ouais. Quel effet ça fait d'être le père d'une vedette? Indifférence. C'est à cette époque-là que Léon Smet côtoyait Serge Reggiani, parce qu'il a été prof de Serge. Mais je pense que c'était un peu... C'est vrai qu'il était prof à l'académie ou de théâtre. Serge Reggiani a dit qu'il a été élève de Smet. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il est enterré dans le même cimetière que Magritte, parce qu'il ne s'invente pas, quoi. Il a brillamment réussi, je lui souhaite tous les bonheurs, mais à part ça, je m'en fous. Là, on est plus particulièrement, on est dans le film réalisé par Hans Moorman, qui n'en a fait qu'un,
Oui. Il a fait comme beaucoup de surréalistes, souvent, enfin, à part Magritte, qui en a fait sans doute plusieurs, mais Moorman n'en a fait qu'un. Et qu'est-ce qui vous a frappé justement dans ce film? Parce qu'on est ici, donc, dans le cloître où était tournée la première séquence du film, donc ça commence ici, et il paraît que donc, Moorman s'est présenté avec sa carte d'avocat en disant qu'il tournait un documentaire pour ne pas effrayer les gens qui possédaient ce cloître. Et il apparaît dans le film, c'est marrant ça, il apparaît en avocat violoniste à la fin. Un peu comme pas mal de réalisateurs, Ouais, comme Stallone, quand il avait tourné avec... Avec Travolta. Ouais. Belle Il se apparition. bouscule. Alors, il faut savoir que Moorman est né en 1897 et qu'il est devenu avocat en 1922. Et moi, alors, il a bien utilisé sa panoplie d'avocats pour pouvoir justement avoir la permission de tourner ici. Nous, on a fait pareil d'ailleurs, parce que logiquement, on ne pouvait pas tourner. J'ai une autorisation, je vous jure, j'ai une autorisation. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que ça m'a fait? D'abord, il faut repenser le film comme à l'époque. Parce que souvent, nous, on a un défaut. C'est-à-dire qu'on regarde quelque chose qui date de 1900... je crois que c'était 38, non, le tournage? Je crois, oui. 37-38. 37. 37-38. Donc nous, on regarde ça avec notre acquis d'aujourd'hui. En 2023, nous sommes aujourd'hui. Non, il faut quand même regarder ça comme à l'époque. Et je trouve qu'à l'époque, c'était presque outrageux. C'était blasphématoire. Il a écrit aussi La vie imaginaire de Jésus-Christ. Quand on lit ça, c'est vrai qu'à une époque où le catholicisme était quand même plus présent qu'aujourd'hui, c'était quand même une grande preuve de courage, ou en tout cas d'être réellement soi-même, et de ne pas jouer le jeu de la société, qui est un jeu quand même où on est quand même très très bien, je ne vais pas dire manipulé, parce que manipuler, ça veut dire qu'on n'est pas au courant, mais vachement influencé. Donc je trouvais ça remarquable. Il y avait vraiment un vrai talent de conteur, pas simplement d'auteur, parce que je trouve qu'il y a vraiment un découpage, il y a un jeu, en sachant qu'il n'y avait pas vraiment un travail de comédien, d'acteur face à la caméra. C'était plus des personnages que l'on voyait. Je crois que ça dure combien de minutes? Ouais, 28. Non, 19. 19 minutes, oui, c'est ça. Donc 19 minutes. Et en 19 minutes, on ne s'ennuie pas une seconde. C'est incroyable. Surtout aujourd'hui, on est à l'ère du... Vous savez, on a la zapette, on veut toujours que tout aille vite. Moi, je l'ai découvert du temps où j'ai joué Fantomas. Enfin, je n'ai pas joué Fantomas, j'ai joué dans Fantomas. En 83, on avait eu la chance d'aller le voir à Bruxelles, où vous savez, il y avait un cinéma où on repassait en fait, les vieux films. Donc on a été avec toute l'équipe du théâtre pour le voir. Mais je crois que à cette époque-là, je n'avais pas la maturité artistique, on va dire, que j'ai aujourd'hui. Donc je n'ai pas un souvenir aussi précis qu'aujourd'hui, où vraiment je trouve il est mort trop tôt, quoi. Il est mort à 42 ans. Je pense qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à transmettre, et je pense qu'il aurait été un grand réalisateur. Oui, c'est un film en plus fait un total amateurisme plus complet, et vraiment avec des potes, et apparemment le seul, c'est Léon Smet qui a été payé, c'est ça qui est étonnant. Il faut savoir aussi qu'il était jazzman, donc il est un grand consommateur d'opium. C'est pour ça il est mort, je crois qu'il avait 48 ans, ou 42 ans, je ne sais plus maintenant. Donc, oui, on m'a dit qu'à la fin de sa vie, il se prenait pour un chien. Donc voilà. Dans le livre que j'ai publié, en annexe, donc à la fin, il y a en fait une lettre qui est adressée à une femme qu'il a aimée. Et c'est remarquable parce que, je veux dire, si j'avais été une femme et que je recevais ce type de lettre, je serais tombée amoureuse de ce gars, à mon avis, qui devait être hors norme, à la fois sensible et à la fois excessif. On va terminer avec juste une petite chose sur Vie imaginaire de Jésus-Christ. Donc, voilà. Et sur la dernière splendeur, sa mort, il mit sa signature. Et comme il ne savait pas écrire, il signa d'une croix.